Merci. Alors, il m'appartient d'essayer de vous intéresser, des ventres fins, affamés en tout cas, sur les derniers 3/4 d'heure. On va s'y atteler sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, qui est donc l'optimisation des maintenances et la réduction de l'empreinte énergétique. Il s'avère qu'en fait, c'est l'activité principale de Calliope, l'entreprise que j'ai créée et que je dirige. Alors rapidement, quelques mots sur Calliope. Calliope, c'est une entreprise qui a été créée. L'activité a démarré en 2018. L'entreprise en tant que telle a été créée en 2020. Mon premier chef de projet vient de parler. Il vient de prendre la parole ici. On a travaillé ensemble avec Régis et c'est un plaisir de le revoir aujourd'hui. Notre activité, si on doit la résumer en 2 temps, c'est d'abord de récolter de la donnée dans l'industrie. Cette partie récolte, préparation de la donnée, c'est ce qu'on appelle chez nous CRS. Et la deuxième bloc, c'est d'aller prendre cette donnée qui a été standardisée, qui est traitable, et de l'ennoblir, de la valoriser pour passer de la donnée à la connaissance, au savoir, et donc là, pouvoir rentrer dans des process d'amélioration continue. C'est le bloc qu'on appelle TOT chez nous. Calliope, c'est aussi des gens qui travaillent là-dedans. Donc, on est aujourd'hui une petite équipe de 5-6 personnes. Là, vous avez Bibi, hein, que vous voyez là-bas avec son joli casque, ça c'est moi. Jean Innocent qui a pris la suite de Régis. Walid qui est apprenti ingénieur juste derrière, là-bas, à l'ICAM, qui nous accompagne. Ça, c'est des vrais techos de la récupération de data, du profil GE2I, etc. Voilà, ça va chercher de la donnée, ça fait parler des trucs qui ne sont pas forcément faits pour parler avec nous à l'origine. Dans son trou, là, le Lemmings, c'est Tom, hein, qui lui est un homme métier il prépare un BUT, les ex-génie thermique et énergétique, qui s'appelle maintenant métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Bon, là, en l'occurrence, il est en train de raccorder un compteur d'eau sur le système. Vous avez Thomas en haut qui m'accompagne. Je n'avais pas de photo de lui avec un joli casque Calliope. Et Laetitia également qui nous accompagne sur la partie administrative. Voilà. Ça, c'était pour l'équipe. C'est important aussi, je crois, dans la RSE. Il y a toute cette partie humaine. Et c'est important de ne pas l'oublier. Et d'oublier de ne pas oublier qu'il y a des gens derrière. Maintenance 4.0, industrie 4.0, maintenance. J'aime bien reposer les choses sur ce que c'est que le 4.0. J'ai entendu parler de high-tech notamment. En fait, le 4.0 bien pensé, c'est essentiellement du low-tech. Du low-tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du durable, de l'accessible et de l'utile. C'est ça les 3 éléments qui font que c'est du low-tech. Nous, chez Calliope, on est vraiment sur cette démarche-là. Alors, ce n'est pas une démarche qui est très partagée par tous les acteurs qui vont vous mettre un coup de tampon, 4.0. On adore faire de l'hypertech et puis de dire c'est du 4.0. On adore même sortir du côté collaboratif et humain, ce que vous voyez en bas, en mettant des choses prétendument 4.0 dans des magnifiques silos dont personne n'a accès à rien. Ça, c'est juste antinomique avec le fait de faire du 4.0. Le 4.0, c'est cette notion d'agilité, de flexibilité. Donc, ça doit pouvoir être capable de s'adapter. C'est fondamental dans la maintenance. Parce qu'on ne peut pas faire de la maintenance 4.0 si vous êtes obligé de changer vos machines. Enfin, c'est juste... C'est crétin. Ne serait-ce que sur l'empreinte, on parle d'empreinte énergétique, si on est obligé d'avoir des machines neuves pour pouvoir faire du 4.0, l'impact environnemental est juste monstrueux dessus. Le digital est connecté, alors ça tout le monde l'a bien compris, on fait beaucoup mumuse avec. Pour moi, le connecté se rapproche beaucoup du collaboratif. C'est-à-dire qu'on ne connecter, c'est pas avoir mis une carte SIM dedans et puis remonter des données dans le cloud. C'est vraiment pouvoir faire interagir les choses entre elles, pouvoir faire interagir les systèmes, donc être sur des systèmes qui sont des systèmes ouverts. Quitte à ce que ce ne soit pas l'archi hyper high-tech, mais ce n'est pas très très grave en fait. On a vu d'où on part aujourd'hui sur la quantité de données disponibles et l'usage qu'on en fait, on n'a vraiment pas besoin de taper dans du hyper high-tech pour faire un énorme pas. Ce côté frugal, optimisé, j'en ai parlé, il est
essentiel de faire de l'optimisé et de faire du frugal. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas un exemple de maintenance, mais qui est un exemple sur le suivi énergétique. C'est des discussions qu'on a, nous, très très souvent avec nos clients. Les techniciens plutôt électrotech s'en souviendront forcément. L'énergie, racine de 3 UI cos phi, donc on adore suivre l'énergie électrique, c'est normal, c'est un vrai sujet. Il y a toujours la question de savoir est-ce qu'on doit déployer des compteurs d'énergie ou est-ce qu'il suffit finalement de mesurer le courant qui passe. Si on met le compteur d'énergie, on mesure l'énergie active. Si on mesure le courant, on va calculer, on va suivre l'énergie apparente. C'est beaucoup plus frugal de se contenter de mesurer le courant que de mesurer l'énergie, pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue qu'évoquait Régis tout à l'heure, que vous suiviez P ou que vous suiviez S, mais quand P baisse, S baisse, et quand S baisse, P baisse. Il n'y a pas de débat. En fait, le vrai débat, et on le verra derrière, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de la donnée et comment est-ce qu'on rentre dans le process d'amélioration continue. Et pour être pertinent, pour être efficace, il n'y a pas besoin de déployer de la tech dans tous les sens. Et c'est un vendeur de tech qui vous le dit. Ceci étant dit, le sujet, c'est performance et empreinte énergétique. C'est les deux faces de la même pièce. Alors quand on demande à ChatGPT, enfin ici en l'occurrence les copilotes, de nous faire les deux faces de la même pièce, forcément il bug, il n'arrive pas à faire les deux faces de la même pièce en dessin. Mais il n'y a pas d'optimisation de l'empreinte énergétique s'il n'y a pas d'optimisation de la performance des équipements. Et l'inverse est vrai, si vous améliorez la performance d'un équipement, si vous améliorez la performance d'une ligne, je parle bien en maintenance, je ne parle pas en invest. Sur l'invest, ça peut être un peu différent. Mais dans la maintenance, pour un équipement donné, plus votre équipement va avoir une performance qu'on va pouvoir résumer par exemple dans le TRS, plus le TRS, le taux de rendement synthétique de votre ligne est élevé, moins son empreinte énergétique est forte, ramenée à la quantité produite. Un exemple flagrant, j'étais chez un embouteilleur qui met notamment un film plastique autour de ses 6 bouteilles d'eau. Ce film plastique passe dans un four pour avoir un rétrain. Il y avait un problème sur la ligne d'encaissage derrière, la ligne complète s'arrête, le four il continue de chauffer. C'est juste une évidence. Et là, on voit bien qu'un four qui chauffe alors qu'il n'y a rien qui passe dedans, c'est une empreinte énergétique ramenée au col, on compte au col, à la bouteille, dans cette usine, qui augmente. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour le comprendre, mais c'est une évidence, donc une évidence que la maintenance a un impact sur l'empreinte énergétique et évident que la performance de la ligne a un impact sur l'empreinte. Ce n'est pas tout à fait vrai quand on fait des investissements. Et quand on achète des machines, là, il peut y avoir moyen, il doit y avoir moyen de choisir un peu sur les deux critères. Et là, je reviens sur l'aspect du législateur. Mais je ne crois pas, très franchement, qu'on changera la mentalité des gens. J'adorerais, sauf que j'ai des payes à sortir à la fin du mois et que je n'ai pas le temps d'attendre qu'ils aient changé leur mentalité. Donc je préfère très largement que les gens soient obligés de le faire par la porte ou par la fenêtre. On va prendre quelques exemples. Il y a 2 exemples que je souhaite traiter. Alors, je suis désolé pour les vendeurs de compresseurs ou ceux qui savent l'exemple du compresseur et de la performance. C'est trop facile, c'est trop bidon. Donc, je ne vais pas vous parler des fuites d'air sur les compresseurs. Ça, tout le monde le sait. On va s'intéresser à un autre exemple qui sont les chaudières industrielles. Chaudières industrielles décomptables de la vapeur et du gaz. On est sur des énormes consommateurs d'énergie. Premier cas qu'on peut faire avec du 4.0, c'est évidemment, alors tout va jouer sur comment est-ce que finalement c'est d'aller rapatrier de la donnée en ligne, facilement exploitable et de l'exploiter. Et on a cet exemple avec un de mes partenaires qui s'appelle Odyssée Environnement qui numérise la partie chaudière et principalement la partie traitement de l'eau des chaudières. Alors sur les chaudières, on a beaucoup suivi, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration des brûleurs. Ça, tout le monde le voit, c'est normal, c'est là qu'il y a le gaz. On suit beaucoup moins le traitement de l'eau. Tout le monde a compris que moins je rajoute de l'eau,
mieux je me porte, parce que l'eau qu'on a rajoutée, forcément, elle est à 16 degrés, donc pour la reporter à 100 degrés, pour la faire bouillir, ben, il va falloir mettre du gaz, ça on a à peu près compris. Mais il y a d'autres choses également qui rentrent en jeu dans ce traitement de l'eau. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais d'abord parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'excellence, mais il y a des produits dans le traitement de l'eau qui vont permettre de travailler sur la nébulisation de l'eau et qui vont favoriser le transfert thermique entre le gaz qui brûle et l'eau. Et là, on peut parler de choses qui sont de l'ordre de 8-10% de performance améliorée. L'intérêt du 4.0 dans la maintenance, ici, ça va être de pouvoir avoir en permanence le suivi des données. Je vais vous montrer, c'est des données assez pragmatiques et assez basiques qui sont suivies, et de pouvoir être sur de l'alerting très rapide. Ça va nous permettre d'agir immédiatement. Là, dans cet exemple très concret, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contrôlent simplement avec un radar. Alors, un radar, c'est assez basique. Aujourd'hui, on n'est pas dans du high-tech quand on fait un radar. Le niveau de sel. Est-ce que le niveau de sel, parce que quand on met un... Quand on traite l'eau et qu'on veut enlever le calcaire, vous savez, le mot m'échappe, mais quand on met un adoucisseur, merci beaucoup, on met du sel qui va venir remplacer le calcaire sur la résine. Donc si mon niveau de sel ne baisse pas, c'est que j'ai un problème sur mon adoucisseur. Donc c'est assez bidon, on n'a pas inventé l'eau chaude. Donc je regarde, est-ce que mon niveau de sel baisse ? Et je regarde, en parallèle de ça, je récupère un contact auxiliaire, est-ce que mon adoucisseur fonctionne et fait ses cycles ? Si l'adoucisseur ne fonctionne pas et que le niveau de sel ne baisse pas, c'est que j'ai un gros problème qu'il faut le gérer vite, mais au moins je le sais et je peux intervenir. Si il fait ses cycles, mais que le niveau de sel ne baisse pas, c'est que j'ai un problème technique à l'intérieur de mon adoucisseur. Et là aussi, je peux intervenir. On va mettre le même dispositif pour voir le filmogène, qui est le produit qui va aller traiter l'eau, et on va mettre quelques petits algorithmes qui sont... on va mesurer la quantité d'eau qu'on va réinjecter, on va voir si les températures sont bonnes pour se prévenir sur la légionellose, par exemple, et on va mettre quelques algos, mais qui ne sont vraiment pas des algos très très complexes, pour aller vérifier finalement que le fonctionnement de cette chaudière est optimum. Ça, c'est du 4.0 frugal, optimisé, accessible, durable, et c'est là qu'on va pouvoir très facilement rentrer dans des démarches d'amélioration. Le fait que ce soit abordable pour les entreprises fait que c'est mis en place. On va voir évidemment d'autres exemples qui sont les capacités de suivre le rendement des chaudières. Suivre le rendement d'une chaudière, c'est assez facile. On a un compteur de gaz, on regarde le gaz qui est brûlé. On a un compteur de calories derrière ou un compteur de vapeur derrière. Et puis on se fait son ratio et on regarde s'il y a une dérive dans le ratio. Ça, c'est aussi des choses que le 4.0 met très facilement à disposition, qui sont accessibles et qui peuvent être très facilement utilisées également pour la maintenance. Ça, c'est un cas de maintenance prévisionnelle, préventive, on l'appellera comme on voudra. Là, je vais laisser les maintenanciers plutôt le définir. Mais c'est un cas d'utilisation de la donnée à des fins de maintenance. C'est comme ça plutôt que je vais le qualifier. Et des données qui sont partagées à tout le monde. Deuxième cas typique, c'est les groupes froids. Les groupes froids, c'est aussi une grosse utilité dans les usines. Ces groupes froids, alors on peut se dire, ouais, mais le groupe froid, finalement, c'est de l'élec, c'est clair, c'est de l'élec. C'est de l'énergie décarbonée, merci, c'est pas si grave que ça, mon empreinte énergétique. Oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi ? Oui, en France, ok, en France, hors hiver, hors période de pointe. C'est-à-dire quand on redémarre la centrale à Saint-Avold qui va brûler du charbon, c'est quand même de bon ton qu'on évite de le faire. Parce que là, pour le coup, on augmente très sérieusement l'empreinte carbone de l'énergie électrique. Il y a d'autres sujets, c'est pas simplement aussi est-ce que l'élec est carboné, pas carboné. C'est que l'électricité, ça ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit dans les usines. Donc, il y a des câbles à tirer, il y a des transformateurs à installer. Une usine, elle a aussi la puissance qui est disponible pour elle. Donc, en fait, tous ces éléments-là font que, à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'on s'intéresse à réduire l'empreinte énergétique, fût-elle décarboner cette énergie. Donc, les groupes froids, c'est un vrai sujet, c'est un gros consommateur. Se rajoute à ça qu'il n'y a pas que l'énergie qui peut avoir un impact environnemental, que le groupe froid travaille avec des fluides frigogènes qui sont réchauffants et qui ont un pouvoir de réchauffement de l'atmosphère qui peuvent être très élevés. Donc là aussi, avoir une maintenance rapide
pour pouvoir diminuer les fuites ou diminuer l'impact des fuites sur les fluides frigo, c'est évidemment avoir un impact environnemental élevé. Et là, la maintenance, c'est intéressant qu'elle s'y colle. On va prendre des exemples. Un exemple voilà, tiré de ce qu'on a chez un de nos clients, où ici, on a sa courbe de consommation de son groupe frigo par an. Ce que vous voyez, c'est que les barres, c'est le nombre de kilowattheures qu'il a consommé par jour. La courbe, c'est la température moyenne de la journée. Vous voyez enfoncé les jours de la semaine, en clair, les week-ends. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire que vers le 30 juillet, il a commencé à avoir un problème sur ce groupe froid. Quand on voit la consommation moyenne avant, la consommation moyenne après, il y a juste un gap colossal. Les températures sont restées à peu près les mêmes. Quand on voit les talons de consommation le week-end et les talons de consommation après, là aussi, il n'y a pas besoin de mettre de l'IA pour voir que ça bug. Vous pouvez y aller juste avec votre intelligence naturelle. Même à mon avis, le stagiaire lambda en début de première année, il arrive à voir qu'il y a un problème. Donc on est sur des choses qui sont assez simples. Sauf que quand on a la donnée, ça nous saute aux yeux, que cette donnée-là, il faut aller la chercher. C'est là que le 4.0 simple, basique, frugal est intéressant. Je reparlais tout à l'heure, je vous parlais de la puissance active ou de la puissance apparente. Là, mais il n'y a même pas de début d'un débat. Ce n'est pas le COSFI du groupe froid qui va nous changer quoi que ce soit. En l'occurrence, ici, on mesure que la puissance apparente. Ça, c'est de la démarche qui a permis à notre client de se dire « Hartung, j'ai eu un problème cet été-là ». Alors, il l'a eu un petit peu tard, il n'y avait pas de système d'alerte qui était mis en place. On parle en surcoût énergétique d'un billet de 500 balles par jour, quand même. Donc, juste pour vous situer, ça vous fait un ROI d'installation en moins d'un mois sur l'ensemble du suivi de l'énergie de l'usine. Donc, là, on voit l'été 2024. C'est la même échelle de consommation, c'est la même période. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a quand même retrouvé ses talons du week-end. Mais il y a un autre truc qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, il a fait un changement d'organisation. Et quand on va rencontrer le client, et là, est-ce que c'est de la maintenance, est-ce que c'est du suivi de prod? En fait, dans cette usine, tout le monde discute entre eux, la prod, la maintenance, les OPEX. Et finalement, ce qui a été décidé de faire, et la réflexion qui a été menée, c'était de se dire, on est fermé en août. En août, on est fermé, on prépare des produits qu'on met au frais pour pouvoir redémarrer correctement en septembre. On est obligé de le mettre au frais, sinon le produit ne se conserve pas, il déphase, enfin là, il n'y a juste pas de solution, il faut qu'on le mette au frais. Ils ont pris conscience de la donnée, ils ont pris conscience de l'information. Donc on est vraiment passé de cette notion de donnée à cette notion de connaissance. Et ils se sont dit, mais finalement, ok, on a besoin de préparer des choses en amont, mais on a besoin de préparer des choses pourquoi? Pour faire en sorte que le redémarrage de l'usine se fasse immédiatement. Donc j'avais besoin de matière pré-transformée. Ils en ont préparé beaucoup moins, de la matière pré-transformée. Au lieu de la stocker dans un atelier qui est réfrigéré, ils l'ont stockée dans une chambre froide. La consommation de la chambre froide est largement inférieure à la consommation de froid pour réfrigérer l'atelier. Alors eux, en plus, ils ont l'atelier réfrigéré au dernier étage. Donc vous imaginez juste, dernier étage dans des vieux bâtiments au mois d'août, boum, c'est assez sympa pour le groupe froid, et ils turbinent. Et là, on se retrouve donc avec des choses qui sont très, très, très largement optimisées. Encore une fois, est-ce que je sors un petit peu du cadre en parlant maintenance, pas maintenance? On parle usage de l'outil. Pour moi, l'usage pertinent de l'outil, c'est aussi 9 fois sur 10, en fait, ça vient sur le responsable maintenance dans les usines. Il y a beaucoup d'entreprises où le responsable maintenance, c'est en fait le responsable technique, il fait les travaux neufs, il se dépatouille en fait pour que l'outil industriel marche, quoi. C'est son boulot, et donc c'est lui le référent là-dessus. Là-dedans, nos ingénieurs agro, eux, ils savent qu'il faut mettre le produit à telle et telle température, et ils vont voir l'ingénieur maintenance, responsable maintenance, et lui disent, bah, comment on fait maintenant? Donc c'est là qu'il est intéressant d'avoir de la donnée. Voilà, c'était les deux grands cas d'usage que je voulais montrer sur cette notion d'empreinte énergétique avec l'industrie 4.0 que je résume peut-être un peu simplement, mais c'est intéressant à se dire remontons de la donnée facilement et transformons cette donnée facilement en connaissance pour les gens, pour les utilisateurs. Je rappelle,
On l'a dit, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Là, on a traité de l'aspect environnemental, on a traité de l'aspect économique, parce que je peux vous assurer que quand vous dépensez 500 balles par jour pour rien sur votre groupe froid, l'aspect économique, à la fin du mois, vous le voyez. Il y a également le pilier social de la maintenance. Quand on ramène de la donnée, quand on exploite ça de façon pertinente, vous aidez aussi les techniciens de maintenance, les gens des équipes à faire un bond dans l'utilité de leur travail. Gérer intelligemment la remontée de données et du suivi de données, c'est une chose qui permet également de faire cette amélioration dans le pilier social. Attention néanmoins, la remontée de données et le tracking de données mal géré, ça s'appelle du flicage. Et ce n'est pas un problème de données, c'est un problème de comment vous managez la connaissance et comment vous managez la donnée. Et là, par contre, votre RSE, si vous rentrez dans le flicage et dans le management de petits chefs, là, votre pilier RSE va vraiment prendre un coup dans son nez, si vous me permettez l'expression. Mais le problème, c'est pas tant est-ce que je remonte de la data et est-ce que je suis la data. Le problème, c'est comment j'exploite la donnée. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la valorise? J'aime bien prendre cette analogie avec la faux, où la faux, il y a une faux, l'outil, l'outil du paysan. Une faux, il y a deux façons de la voir. Si vous demandez à des gens de vous dessiner quelqu'un avec une faux, il y en a qui vont vous dessiner la mort avec la faux, et il y en a d'autres qui vont vous dessiner le paysan en bras de chemise qui est en train de couper les blés. Couper les blés, c'est la vie. La mort, c'est la mort. L'outil, la faux, c'est bien le même outil. Le problème, c'est pas la faux. Le problème, c'est qui tient la faux et qui en fait quoi. Remonter de la donnée, suivre, traquer les éléments, c'est exactement la même chose. Le problème n'est pas de savoir si on monte de la data. Le problème, c'est de savoir comment on le gère et qu'est-ce qu'on en fait. Et là, on en fait quelque chose d'intéressant ou on en fait quelque chose qui est absolument crétin. Autre point important, ça a été abordé. Les miracles, c'est à Lourdes, c'est pas à la maintenance. Vous pouvez mettre de la tech autant que vous voulez. Il n'y a pas de patch technique qui va vous permettre de réduire votre empreinte carbone. Ça n'existe pas. Les gens qui vous vendent de la... Alors moi, j'ai des clients qui adoreraient acheter ça. Ça le rêve, c'est combien on gagne. C'est pas cher et combien je gagne. Alors, pas cher, combien je gagne. En fait, on ne peut pas le dire. Les éléments qu'on met en place, j'adore les analogies, vous allez en avoir une autre, c'est un peu comme le rameur que vous achetez au téléachat pour perdre du bide. Vous pouvez acheter le plus beau rameur du monde que vous voulez. Si vous le laissez dans la pièce et que vous ne montez pas dessus, que vous ne faites rien avec, spoiler alerte, vous aurez toujours du bide. Il ne se passera rien. C'est exactement la même chose avec toute la technique. Vous avez toute la tech que vous voulez. Si vous n'en faites rien, il ne se passera rien. Et ça se résume dans l'équation de la performance. L'équation de la performance, pour moi, elle se travaille sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est la technique adaptée. C'est normal, Calliope, ils vendent de la tech, ils mettent de la tech. Oui, il faut un minimum de technique, et on l'a vu, quand on n'a pas les éléments, quand on est obligé de courir dans tous les sens pour trouver les infos, ça ne marche pas. Donc il faut la technique adaptée. Mais cette technique, il faut qu'elle soit là et qu'elle soit bonifiée par l'organisation que vous mettez derrière. Si vous avez des monticules de données, mais que ces monticules de données, vous n'en faites rien, il ne se passera rien. Ça, c'est l'organisation au carré. Elle est beaucoup plus importante que la technique. Je vais vous donner un exemple. On voit des gens qui, sur l'empreinte énergétique de l'usine, simplement en analysant correctement ce qu'on appelle le point 10 minutes d'Enedis, c'est-à-dire la consommation générale de tout le site, décortiquée toutes les 10 minutes, arrivent à des résultats d'amélioration très pertinents. Parce qu'ils sont organisés pour l'analyser et parce qu'il y a autre chose qui est encore plus important, c'est qu'ils savent les choses. Il y a l'humain qui rentre là-dedans, il y a l'expertise dans l'humain. Le gars qui fait diminuer de 10-15% sa consommation d'électricité simplement avec son point 10 minutes, je peux vous assurer que l'humain, il est vraiment au cube parce qu'il sait pertinemment que
tel jour, telle heure, c'est telle machine qui fonctionne. Et c'est ça qui correspond à ce pic. Alors c'est beaucoup plus simple si on a du sous-comptage et on a les informations qui nous viennent de façon plus évidente. Mais ce côté humain est fondamental. On ne fait rien si on n'a pas des experts métiers. Et les experts métiers, c'est ici qu'on les forme et c'est ici qu'on les trouve. Je reviens sur les groupes froids, par exemple. On est capable aujourd'hui dans les groupes froids de savoir si le groupe froid dysfonctionne en relevant différents points de température, en relevant sa consommation, en relevant les pressions qu'on va avoir. Mais quand je dis on est capable, des gens du métier, des experts des groupes froids sont capables de le savoir. Il n'y a aucun système qui va vous le dire comme ça en claquant des doigts. Donc l'humain au cube, l'organisation au carré, la tech, vous mettez ce qu'il faut, mais alors vous dites bien une chose, c'est que ce n'est pas en dépensant 2 fois plus que vous aurez 2 fois plus de résultats, même si dans l'équation ça marche, d'avoir 2 fois plus de résultats. Mais dépensez 2 fois plus en organisation ou 2 fois plus en humain, et là vous aurez quelque chose qui va vraiment, vraiment faire un gap. Voilà ce que je voulais aborder sur la maintenance et le 4.0. Beaucoup de données à récupérer, si je dois dire des choses, mais ça ne reste qu'une techno en plus. Le cœur du cœur de la maintenance, c'est vos compétences, c'est votre implication, c'est votre organisation. Ne comptez pas sur la techno pour faire le boulot à votre place. Ne comptez pas sur la techno pour pouvoir vous dire « c'est bon, j'ai plus de personnel en maintenance, ça va bien se passer ». Moi, je suis très très inquiet quand je vois des gens, par exemple, qui disent la vapeur est essentielle dans mon usine, mais ce n'est pas mon métier de savoir piloter une chaudière vapeur ». Bah écoute, si tu crois que c'est le métier et surtout que c'est l'intérêt du gars chez qui tu le sous-traites, tu as le droit de le croire. Moi, j'y crois pas à 5 minutes. Lui, son intérêt, c'est de récupérer des sous à la fin du mois et c'est pas de faire en sorte que ce soit du meilleur niveau chez toi. Oui, c'est compliqué, mais oui, il faut s'engager. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Là, vous avez 2 QR codes avec des vidéos si vous voulez voir ce que font nos clients. C'est 2 exemples clients. Les sources de Sulzmat qui sont un petit embouteilleur local. Alors, les gens ici en Alsace connaissent bien la Lisbeth, l'Elsace Cola. Et vous avez une fonderie d'aluminium qui travaille dans l'automobile, qui a aussi des éléments intéressants à montrer. Voilà, si vous flashez ça, vous les avez. Bravo et merci. C'était à la seconde près. C'est très très doux d'entendre ce que tu viens de dire. Alors déjà, juste une petite précision, la personne dont tu parlais, c'est le responsable des utilités, et très souvent, c'est le responsable maintenance aussi. Bon. Très souvent, il n'y en a qu'un seul qui comprend quelque chose dans la technique des équipements dans les usines. Je disais, c'était très doux à entendre, d'expliquer que la techno ne fait pas tout, et que on forme des gens ici au métier. Et ça, c'est l'expérience métier. Il ne faut pas le retirer. Souvent, quand je fais ce genre de remarques, on me dit « Oui, mais vous êtes contre le numérique ». Non, je ne suis pas contre le numérique. Il faut savoir ce qu'on en fait. Mais c'est bien beau d'avoir une tablette qui te dit « Il faut faire ça ». Si tu n'as pas le savoir-faire, ça ne marche pas. Donc, je voulais juste faire cette petite précision avant. Bon, j'aurais plein de choses à dire, mais... Merci. Alors, j'ai pas vraiment de questions. J'ai une ou 2 remarques. Simplement, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation d'une grande clarté. Et puis, merci d'avoir déconstruit l'idée reçue, justement, que 4.0, ça veut dire high-tech. Merci d'avoir déconstruit ça parce que c'est quelque chose de très très ancré dans les mentalités. Merci aussi d'avoir montré que la technologie ne fait pas tout et que l'humain est au cœur du sujet. Donc en fait, merci d'avoir un peu plus appuyé dans le sens, je pense que c'est le sens aussi de l'intervention de Régis, qu'on doit davantage s'interroger à pourquoi plutôt que comment. Parce que comment, on a des capacités, effectivement. L'exemple de M. Doctopharma tout à l'heure était formidable parce qu'on s'appuie sur quelque chose qu'on a déjà. En fait, on exploite quelque chose qu'on a déjà. Donc l'idée, c'est
pourquoi faire les choses? C'est la question qu'on doit se poser fondamentalement, alors que les gens qui habituellement, comme vous, vendent de la technologie, vont plutôt vers le comment faire les choses. Et même en matière d'énergie, on entend parler de fusion nucléaire, donc les gens cherchent des solutions pour fournir un maximum d'énergie décarbonée, pas chère, abondante, etc. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est mais pourquoi en faire? Si c'est pour continuer d'artificialiser les sols et de déforester, ça n'a pas de sens. Et donc merci pour tout ça. Voilà, je n'ai pas de questions, mais je voulais appuyer là-dessus. Merci. Une remarque sur la remarque. Les gens vendent de la tech et les gens en fait sur-technoisent, je ne sais pas quel terme on pourrait employer, pour une bonne et simple raison, à mon avis, et ça va rebondir sur ce que disait Régis, c'est que les modèles économiques sont basés sur le fait que plus c'est techno, plus justifie un prix élevé, et on a besoin de marge. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a besoin de sortir des payes. Moi, quand j'ai créé Calliope, je l'ai appuyé sur un travail de fond qui continue, qui est, Régis l'a évoqué aussi, a donné les termes d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est de se dire comment est-ce qu'on arrive à sortir du cash, parce que pour le coup, j'ai des payes à sortir, j'ai de la croissance à financer, donc il faut qu'il y ait du cash qui rentre, sans asseoir cette génération d'argent sur de l'utilisation de ressources finies, qui comprend également le temps des collaborateurs. Collaborateurs, c'est aussi une ressource finie, mais également toutes les ressources qui sont liées à la techno qu'il faut mettre en place pour y aller. Et quand on a réussi à trouver un modèle économique qui tient à peu près la route et qu'on continue d'améliorer en permanence, alors on peut être sur des solutions assumées, complètement assumées, de dire on fait du low-tech et c'est très bien. Et c'est vachement marrant, nos clients, ils préfèrent ça à du high-tech. Et effectivement, la partie de l'humain est importante. Et d'ailleurs, en France, alors on est un petit peu revenu là-dessus, le 4.0 allemand, en France, on disait industrie du futur. Et dans industrie du futur, la place de l'humain était très très importante. Oui, on a inventé le 5.0 pour rajouter l'humain qui est déjà intrinsèquement dans le 4, hein, mais demain on sera peut-être au 6. Oui, merci pour votre présentation. Juste une remarque, j'espère que vous n'êtes pas contre la high-tech quand même, parce que dans votre discours, vous pointez du doigt toujours ça. Pour moi, il n'y a pas de barrière entre low et high-tech, c'est faux. Pour moi, le seul objectif, c'est d'avoir les idées claires de où on veut aller. Et quels sont les objectifs à atteindre? Vous l'avez dit à la fin, ça m'a rassuré. Honnêtement, je ne poserai jamais de la low-tech, c'est-à-dire en réalité la maîtrise de l'outil de production, à la high-tech, la nécessité, pour certaines industries qui ont une maturité différente, de développer des collectes de données. Et les collectes de données n'ont pas une fin en soi. Collecter des données n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas les lire, les données dont on parle. Par contre, développer des algorithmes qui permettent de décrypter ces données pour avoir des indicateurs comme on a fait chez Octa, c'est quoi? C'est simplement mettre la bonne intelligence de la connaissance des procédés industriels dans un outil informatique algorithmique. C'est tout. Donc là, low-tech et high-tech, honnêtement, déconstruire ça m'importe peu. L'important, c'est de savoir quelle est la cible. Quelle est la cible? Et la cible, ça peut être avec des outils low-tech, comme vous avez fait voir. C'est-à-dire le gars qui s'occupe d'un niveau qui est le résultat de est-ce que j'ai trop de sel dans mes traitements d'eau, etc. Ou ça peut être le besoin sur des choses connues depuis des générations, c'est-à-dire la fuite de vannes à membrane qui crée des vraies problématiques qui ont été exposées par Florent. Mais comment on est capable de mettre ça en algorithme? Et ça, si vous appelez ça de la high-tech, je n'ai rien contre la high-tech, je m'excuse, et j'espère vous non plus d'ailleurs. Non, effectivement, c'est une notion de, je dirais, de right-tech. Il faut la techno qui est adaptée. Pourquoi j'insiste peut-être un peu lourdement et maladroitement sur cette notion de high-tech? C'est que j'ai déjà eu des clients ou des prospects qui nous disent « on n'est pas prêt pour le 4.0 ». Non, si une entreprise nous dit « on n'est pas prêt pour le 4.0 », c'est que le 4.0 lui a été hyper mal vendu. On s'en fout, en fait, complètement que ce soit du 4.0. C'est même pas le sujet. C'est est-ce qu'on arrive à amener quelque chose qui est fondamentalement utile sans non plus sortir des
des ressources technologiques et humaines qui sont inaccessibles. Donc on parle de la maturité industrielle également. Vous abordez des clients divers et variés, vous le savez très bien que la personne que vous avez en face, c'est l'outil industriel, savoir comment il est maîtrisé, est-ce qu'ils ont les compétences d'ailleurs maintenues en interne, etc. Donc vous n'allez pas avoir le même type de discours ni de solution à proposer en fonction de la maturité par rapport à ces technologies. Mais au but du compte, on est là pour quoi ? Pour avoir plus d'informations et une meilleure connaissance, compréhension des problématiques industrielles qui se posent au travers de la maintenance, mais ça peut être aussi au travers de la productivité, au travers de plein d'autres indicateurs de qualité. Nous, c'est notre driver principal. Donc je ne pense pas qu'on soit en décalage. Simplement, high-tech, low-tech, honnêtement, j'ai du mal à entendre ça, honnêtement. Parce que pour moi, il n'y a pas le problème. C'est pas le problème. J'en suis ravi. Ok. Juste enfin, c'était un peu l'objet de ma question, mais en fait, tous ces débats, on est tous entre techniciens, sauf que c'est pas forcément le technicien qui a le carnet de chèques. Et la difficulté, c'est que quand vous avez un brillant DAF ou un brillant dirigeant qui a fait une école de commerce et qui, pour lui, c'est pas de la technique, c'est de la magie, et ben forcément, il va venir vous voir, il va dire, moi je veux de l'IA. Moi je veux de l'IoT, moi je veux du 4.0, en sachant pas ce que c'est, en sachant pas ce que ça veut dire, en sachant pas à quoi ça sert. Et effectivement, on se retrouve avec des gens un peu perdus qui disent bah, « je suis pas prêt, j'ai pas envie de le faire ». En fait, ce qui est très important, et aussi sur la partie économie circulaire, à mon sens, et je vous rejoins alors totalement dans ce que vous avez dit, c'est aussi le management, c'est-à-dire ça part du haut. Ça part du haut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut être excellent, est-ce qu'on veut être compétitif, est-ce qu'on veut les deux. Mais tout ça, dans des métiers techniques, ça s'appuie sur la technique. Et malheureusement, on a écarté la technique de l'équation. Vous voyez ? Et donc le problème, il y a de moins en moins d'experts. La technique, l'ingénieur, le technicien, bon, c'est toujours les empêcheurs de tourner en rond, on les écoute pas, sauf que il y a quand même une tendance de fond qui est qu'on s'aperçoit qu'au travers de ces outils-là, bizarrement, quand il faut faire un arbitrage, eh ben, c'est un expert qu'il faut. Voilà. Et donc, si on n'a pas des experts en interne, eh ben, on n'arrive pas à mettre en place cette technologie. Et là, vous l'avez vécu, vous avez témoigné, et c'est ce qu'on constate malheureusement. Oui, les choses viennent d'en haut. Les Allemands ont cette... comment j'allais dire, ils l'abordent, cette philosophie, et ils disent notamment, alors je vous le fais en français pour être plus sympa, parce qu'il paraît qu'on est filmé en vieille France, que le poisson commence à puer par la tête. Et cette expression, à mon avis, elle est très vraie et dans tout. Si ça ne vient pas d'en haut, ou si d'en haut ça part de travers, on peut être tranquille que tout va partir de travers. Et quand on voit des entreprises qui suppriment leurs services maintenance, suppriment leurs services méthode et qui continuent de croire qu'elles font des bagnoles, on a un vrai problème avec ça. Ouais, moi j'ai une question par rapport au cas d'usage que vous avez évoqué. En fait, vous avez présenté 2 cas d'usage où vous aviez dit que c'était des cas d'usage de l'industrie 4.0 qui est durable, efficace et simple. Et en fait, moi je me suis dit que en fait, il n'y a pas de cas d'usage où, contrairement à cela, est-ce qu'il y a des cas d'usage où l'intelligence artificielle ou l'industrie 4.0 est compliquée et difficile à mettre en place? Parce que, pour faire cela, il faut suivre certaines étapes. Il faut aller du plus simple au compliqué. Donc, je ne vois pas que un industriel, il va commencer par faire des prévisions, par exemple, sans déjà modéliser le fonctionnement de sa chaudière ou son groupe froid. Ouais. Effectivement, faut y aller étape par étape. Le fait est aujourd'hui que dans beaucoup d'usines qu'on voit, on est au rez-de-chaussée, quoi. Alors, il y a de la différence. On parlait tout à l'heure de la pharma. La pharma, c'est pas compliqué, il y a de la data partout. Mais s'ils n'ont pas de data partout, ils produisent pas, ils vendent pas. Tout doit être hyper documenté, etc. Tout doit être tracé. Mais dès qu'on est sorti de la pharma, et même dans l'industrie agroalimentaire, punaise, et quand on est sorti du relevé manuel, sur un thermomètre de la température de la chambre froide qu'on met sur un cahier, on est vite au niveau 0 de la donnée disponible. C'est très paradoxal, parce qu'on a des automates assez vite dans tous les sens, mais en fait, on n'est pas dans cette culture de les faire communiquer. Moi, j'enrage avec les fabricants de compresseurs
qui nous font des outils de pilotage qui disent papa, maman dans tous les sens. Quand vous voulez aller récupérer une info de savoir, vous avez que dalle là-dedans en fait. Donc c'est vendu très cher, ça communique assez peu, enfin vous avez, mais il faut aller sur leur site à eux, tout ça c'est du payant, etc. Et les données ne sont pas disponibles pour ceux qui en ont besoin. Et sur un compresseur, on n'a pas besoin de grand-chose, fondamentalement. Enfin, de base, mon taux de fuite, mon talon de conso, est-ce que j'ai une évolution de mon talon de consommation, et puis un rendement norme au mètre cube d'air comprimé ramené au kilowattheure produit. Après, on peut s'amuser à aller récupérer, nous c'est ce que nous demandent des clients, des quantités de chaleur fatale récupérées. Mais voilà, quand on fait ça, on a fait le job. Enfin, on a fait 80%, quoi, avec 20% d'effort. Après, on peut aller vachement plus loin si on veut. Waouh, commençons petit. De toute façon, on est tellement bas qu'on peut aller, peut faire d'énormes progrès. Oui, et effectivement, je souris parce que souvent, alors c'est un peu la faute du marketing et des salons, parce que là, ça fait du tout, sauf que les gens se rendent compte plus tard que c'était que du PowerPoint. Je vous assure, on a vu une présentation d'un boîtier que vous mettez sur votre machine et en 2 jours, la boîte c'est tout. Et il y a des gens qui l'ont acheté. Ah ouais, ah ouais. Et ils se rendent compte après, ça marche pas si bien que ça. Ah oui, mais bon. Excusez-moi, je me dis, si vous êtes con, vous êtes con. Bon, donc à un moment, il faut... Voilà. Ah, mais moi, je fais de l'industrie 4.0, même 5.0. J'ai acheté plein de capteurs. Oui, mais vous en faites quoi? Ah, je collecte de la donnée. Pour faire quoi? Je collecte. Attends, il faut le micro. C'est juste le cas dans l'industrie. Pour plein d'industriels, la GMAO, c'est grand miracle assisté par ordinateur. C'est ça. C'est la solution techno qui va vous résoudre tous vos problèmes. J'ai plein de données, mais vous en faites quoi? Vous faites du retour d'expérience? J'ai des données, je collecte. Pour revenir à l'aspect organisation et management, l'exemple que je citais souvent aux étudiants, c'est la maintenance des pompes à essence. Le management avait décidé que les techniciens auraient un téléphone géolocalisé pour savoir s'il y a une intervention à faire juste à côté. On ne va pas le faire venir du fin fond de l'Alsace. Très bien, sur le principe. Sauf qu'un jour, un des managers a dit, dis donc, la dernière fois, tu es resté plus de 2 heures au resto. Terminé, ils sont tous passés en mode avion. Voilà. Donc si cet aspect management, et c'est la partie la plus importante, collecter des données, oui, mais pour faire quoi? Et c'est des gens du métier. Donc, bon, je crois que là, tout le monde commence à avoir un peu faim. Donc, merci beaucoup. On peut l'applaudir.